Je ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. Le 14 octobre 1468, Louis XI, qui n'est roi que depuis 2 ans, est piégé par Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, dans le château de Péronne dans la Somme. Il se trouve contraint de signer un traité très défavorable à la France et, à la suite de la signature de ce traité, qui sera ratifié le 14 mars 1469 à Amboise, les Parisiens, toujours narquois dans des circonstances comme celle-là, apprennent à leurs oiseaux-parleurs à siffler le mot Péronne. Ainsi, à chaque fois que Louis XI rentre dans sa capitale, il entend dans tous les coins de rues et ruelles le nom de la cité picarde qui lui rappelle des souvenirs peu flatteurs. Aussi, il ordonne le 19 novembre 1468 de saisir toute pie, geais, papegot et autres oiseaux-parleurs sachant dire Péronne et autres beaux mots, et de les faire mener dans Amboise pour crime de lèse-majesté. Malheureusement, on ne sait pas ce que cette multitude d'oiseaux est devenue une fois arrivée à Amboise. Carlo Vigarani est né à Modène, en Italie, en 1637. Son père, Gaspare, était architecte et surintendant des bâtiments du duc de Modène. Lorsqu'il vint en France en 1659, à la demande de Mazarin pour la construction des machineries du théâtre des Tuileries, Carlo le suivit. En 1662, après avoir effectué les tâches demandées à la grande satisfaction de Louis XIV, Gaspare retourne à Modène, mais Carlo, à la demande du roi, reste en France. Devenu ingénieur du roi, il va travailler à l'élaboration des spectacles royaux, en particulier le plus célèbre de ce début de règne, les Plaisirs de l'île enchantée, fête grandiose donnée dans le cadre du parc de Versailles du 7 au 14 mai 1664. Le 23 août 1672, il s'associe avec Lully pour créer l'Académie royale de musique qui deviendra l'Opéra de Paris. En 1673, il reçoit le titre d'intendant des machines et menus plaisirs du roi et est naturalisé français par lettre de Louis XIV. Il réalise à l'époque de nombreux décors à Saint-Germain-en-Laye et à Versailles pour les pièces de Molière et les opéras de Lully. Mais nous arrivons au moment où Carlo Vigarani a sa place dans l'histoire d'Amboise et de ses environs. Tout d'abord, il se marie le 17 novembre 1676 en l'église Saint-Pierre-aux-Bœufs à Paris avec Marie-Marguerite Dubois de Montmoreau qui était née à Amboise où elle avait été baptisée le 25 juillet 1649 en l'église Saint-Florentin. Et le 1er septembre 1677, Vigarani se rend adjudicataire, c'est-à-dire propriétaire après une mise aux enchères, du château, fief et seigneurie de Saint-Ouen-du-Bois en pays de Touraine, ancien nom de Saint-Ouen-les-Vignes, et devient Charles de Vigarani. Son activité auprès de la cour et du roi vont décliner à partir de 1680 et en 1690, il revient à Saint-Ouen où il jouera son rôle de seigneur du lieu. Il meurt le 17 février 1713 à l'âge de 76 ans et est enterré dans l'église de Saint-Ouen. Avenue Léonard de Vinci, on trouve un moulin qui remonte à l'époque des Templiers, d'où son nom, Moulin du Temple. Ce sont donc ces moines soldats légendaires qui l'ont construit au XIIe siècle au bord de la Masse. Le moulin s'insérait dans un ensemble agricole tenu par les Templiers.
Il dépendait de la commanderie qui se trouvait à proximité. Une rue porte aujourd'hui ce nom. Le moulin était à l'époque surtout utilisé pour le blé par les moines, mais aussi par les paysans des environs qui devaient payer alors un droit de mouture aux Templiers. À la disparition des Templiers, le moulin devient, en 1314, la propriété des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui deviendront plus tard les chevaliers de Malte. À partir du début du XIVe siècle, le moulin va revenir à un commandeur, un abbé ou un évêque qui n'était pas sur place et se contentait de percevoir les revenus. Vers la fin du XVIIIe siècle, le moulin va changer à 2 reprises d'activité. Il va d'abord abandonner le blé pour devenir un moulin à temps, c'est-à-dire un moulin chargé de moudre des écorces de chêne ou de châtaignier, utilisées dans les méthodes anciennes de tannage et dont les nombreuses tanneries amboisiennes de l'époque avaient l'utilité. En 1781, il devient un moulin à fer en raison de la création à Amboise par Jean-Baptiste Sanche, au lieu-dit Lanoiré, d'une manufacture royale d'acier. Il va utiliser le moulin du Temple pour l'étirage du fer. En 1793, pendant la Révolution, le moulin est vendu par adjudication à Jean-Baptiste du Cruzel, qui a évincé Jean-Baptiste Sanche de la direction de la manufacture royale. Mais en 1807, un 3e personnage entre en scène. Il s'agit de Pierre-Nicolas Saint-Brie qui, ayant succédé à Jean-Baptiste du Cruzel, va déplacer la manufacture de Lanoiré au couvent des Cordeliers et axer l'activité sur la fabrication de limes pour lesquels il va utiliser le moulin. À la fin du XIXe siècle, le moulin est vendu par adjudication et est alors utilisé pour fabriquer des galoches jusqu'à ce que l'utilisation de l'électricité déplace cette fabrication en ville. Le 2 mai 1518, toute la cour était assemblée à Amboise pour assister au mariage de Madeleine de la Tour d'Auvergne avec Laurent II de Médicis. Ce mariage, qui comme souvent à l'époque avait des origines politiques, permettait un rapprochement entre François Ier et le pape Léon X qui était l'oncle de Laurent II de Médicis. Il faut préciser que ce Laurent de Médicis n'est pas le Laurent le Magnifique qui régnait sur Florence à la fin du XVe siècle, mais de son petit-fils. L'union avec Madeleine, appartenant par sa mère à la lignée de Saint-Louis et par son père à une grande maison féodale fidèle à la couronne de France, offrait aux Médicis l'alliance tant recherchée avec le roi de France. Des célébrations durèrent 10 jours, au cours desquels se succédèrent bals, banquets et joutes. Durant ces festivités, une reconstitution de la bataille de Marignan avait été organisée dans la ville, reconstitution à laquelle Léonard de Vinci, qui était arrivé au Clos Lucé 1 an plus tôt, aurait participé. Une musique, celle que vous entendez actuellement, avait été composée pour l'événement et offerte par le pape Léon X aux mariés. Cette musique est appelée Codex Médicis. On y trouve des musiciens demeurés fameux comme Josquin des Prés. De ce mariage naîtra une petite fille, le 15 avril 1519, une petite fille qui, malheureusement, perdra sa mère Madeleine de la Tour d'Auvergne 13 jours plus tard, emportée par des fièvres purpurines, et qui perdra aussi son père, Laurent II de Médicis, 20 jours plus tard, victime vraisemblablement de la syphilis. Mais cette petite fille, après ce départ difficile, aura un destin grandiose puisqu'il s'agit de Catherine de Médicis.